Avec le 21e choix de la draft NBA 2025, le Jazz d'Utah sélectionne Nolan Traoré, le meneur de Saint-Quentin. C'est donc le deuxième Français qui est sélectionné dans cette draft. Jasper, peut-être que tu peux nous parler un petit peu de Nolan Traoré, qui était peut-être prévu bien plus haut, il y a ne serait-ce encore que 6 mois. C'est ça, le deuxième Traoré en NBA. Armel, je pense qu'il va moins jouer que Nolan, parce que Armel en plus s'est retourné en Europe. Nolan Traoré, du coup, qui évoluait du côté de l'INSEP, qui a fait une pige l'année dernière en tant que pigiste médical, si je ne me trompe pas, du côté de Saint-Quentin, et qui devait pas forcément rester la saison. Et après une fin de saison tonitruante l'année dernière, notamment un passage en play-off, où à 18 ans, il était presque le leader de Saint-Quentin, avec une équipe toute jeune en plus, avec un coach assez jeune, Julien Mahé. Il avait beaucoup confirmé. C'est aussi pour ça qu'on avait des échos d'un joueur top 3. Il a décidé du coup de rester à 50 pour avoir une sorte de continuité cette saison. Ça a été un peu plus décevant, notamment je pense dans les pourcentages au tir. On a vu un joueur aussi des fois qui pouvait être un peu hésitant, qui était en fait très brut et qui, avec des playoffs très bons, où il s'est affirmé un petit peu en tant que leader avec un terre, il se fait peut-être écraser par Saint-Quentin. En plus, c'est Saint-Quentin qui était en Europe cette saison. Donc il y a eu des passages peut-être plus positifs en Europe qu'en l'équipe française. En défense aussi, on a vu que les défenses sont plus adaptées à son côté premier pas et la côté surprise, je pense, qui a été beaucoup moins présent cette saison que l'année dernière. Malgré tout, on a un joueur qui est peut-être l'un des meilleurs passeurs de la draft, un gros playmaker. J'ai plus les chiffres, mais j'avais lu un article sur lui. Et je crois qu'on est sur le plus haut pourcentage de assist rate de la ligue. Donc tout passe par lui du côté de Saint-Quentin. Dans une saison de Saint-Quentin en demi-teinte aussi, je dirais un petit peu. Il a quand même pas mal de réflexes. Je pense qu'au niveau du tir, on n'est pas encore dessus. Il n'a pas encore le pull-up game. Au niveau du floater et de finition au cercle, parfois il y a du très bien, parfois c'est catastrophique. Catastrophique, c'est-à-dire que ça peut être au-dessus de la planche. Un decision making qui peut être parfois très bizarre. On a l'impression que c'est un joueur en fait très posé, très théorique, mais quand il faut un petit peu improviser ou quand les schémas changent un petit peu. Et pourtant, c'est un joueur quand même qui est encore très à l'aise sur transition. Donc c'est un joueur, je pense, qui a un petit manque de confiance, un joueur qui cherche un peu encore son basket. Et au Jazz, il aura le temps de le trouver, je pense. Paul, on a une forme de running gag. Enfin, toute la sphère basketballistique a une forme de running gag avec le Jazz d'Utah ces dernières années. Est-ce que pour Traoré, le fait d'arriver à Salt Lake, c'est nécessairement une bonne nouvelle? Il a un peu... c'est marrant parce qu'il fait un peu doublon aussi avec Isaiah Collier. Et je pense qu'avoir plusieurs playmakers, même s'il n'y a pas forcément, il n'y aura pas de la défense dès le début, il n'y aura pas de shoot dès le début, je ne sais pas si ce sera un si gros problème que ça. Maintenant, c'est vrai qu'à terme, s'il y en a un qui se développe un peu plus que l'autre, il va être un peu sur le carreau, quoi. Il n'aura pas plus de 10-15 minutes par match, si jamais le shoot ne se développe pas et que la défense, elle n'est pas là. Donc, dans l'offense de Will Hardy, je pense que ça a du sens. Et ouais, si Nolan est encore dispo en 21, faut te mettre dessus, quoi. C'est-à-dire, c'est pas un problème dans l'effectif. Tu draftes au talent, tu cherches du talent offensif parce que tu n'en as pas assez à l'heure actuelle. Ils ont pris S. Bailey, donc ils se mettent sur un profil différent avec Nolan. C'est intéressant. Maintenant, ce sera à Nolan de faire le taf. On a vu des Français avec pas forcément le même profil que lui, mais voilà, sur la main, tu vois, les Maldon, Kianès, Ninikina, ils se sont jamais réellement développés. Notamment parce que le shoot, il a tardé à venir, mais il n'y avait pas que le shoot, il y avait aussi, tu vois, les qualités balle en main. Et donc ce sera à Nolan de montrer que il vaut un peu mieux que ces mecs-là offensivement et que lui, il peut se développer, il peut avoir un rôle en NBA. J'ai envie d'y croire. Moi, je trouve que 21, je suis persuadé qu'il sera pris avant. Parce qu'il y a des équipes qui vont pas louper un talent comme Nolan, parce qu'il a aussi rassuré sur la fin de saison sur son shoot qu'il a commencé à mettre dedans. Donc si tu projettes le shoot, t'as pas forcément une star sur la main, mais t'as un super passeur, un très bon driver, un super premier pas, un mec qui t'apporte déjà beaucoup en transition. Quand tu vois un profil comme TJ McConnell, bon, je pense qu'il est quand même... Il aura forcément un rôle dans une équipe contender. Avec le 22e choix de la draft NBA 2025, les Atlanta Hawks sélectionnent Hansen Yang, le pivot de Qingdao.
Alors voilà un prospect qui divise même énormément. Jasper, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son profil à ce pivot chinois? Alors, comment résumer un peu ce profil? Euh, Pivot très très grand, qui a des mains énormes. Je crois qu'il a les plus grosses mains de la combine. La wingspan, on est sur du plus 1, donc on n'est pas sur une grosse wingspan parce que c'est 2,18 m, je crois que 2,20 m de wingspan. 115 kilos. Pivot qui était très bon, bas, qui fait une bonne saison, je pense, du côté de la Chine, dans un championnat peut-être un petit peu sous-évalué, avec des joueurs comme il joue avec Quinari, qui on connaisse. Il y a quelques joueurs qui ont joué en NBA dans ce championnat. Un joueur qui reste quand même sur une grosse, un gros passage en FIBA. Il a été plutôt bon à la combine sur le dernier match qu'on a. Il reste encore jeune. On est dans les places des paris du côté du 22. Why not? Après, il a quand même. C'est un joueur, pour moi, en défense, pour l'instant, ne peut pas tenir sur un terrain de NBA parce qu'il manque clairement de mobilité et il n'a pas la wingspan pour être un protecteur de cercle. Par contre, il a des flashs intéressants, notamment avec ses gros patounes. Il a un bon passing game, en tout cas arrêté. C'est un joueur, quand il est arrêté, il peut servir de hub et de hub offensif ou de pivot qui va jouer au poste haut. Intéressant. Après, je me pose encore des questions sur comment il n'est pas prêt et sur le côté rim finishing. Il y a un bout de footwork, mais il ne sait pas non plus se créer un layup tout seul. Donc c'est un peu compliqué. C'est un prospect qui divise beaucoup, en tout cas, et j'ai hâte d'entendre l'avis de Paul sur le chinois. Le fameux Hansen Yang. Moi, j'ai l'impression quand même que Hansen Yang, plus je le vois, plus je me dis, c'est le genre de profil qui est assez safe. C'est-à-dire qu'il fera forcément des trucs en NBA. Parce que je pense que techniquement, il est un peu au-dessus de la moyenne pour son poste. Je pense qu'il a les tools physiques et s'il est dans le bon contexte, s'il se développe bien, il sera, tu vois, intéressant sur du drop forcément. Il a pas une envergure de ouf, mais il a quand même de la taille, donc il sera toujours limité évidemment. Je pense que sur la mobilité, c'est un peu problématique pour l'instant, mais je pense qu'il peut progresser. Je pense pas qu'il montre que c'est si dramatique que ça. Le seul truc, c'est que, bah, c'est un gars qui aura besoin d'avoir la balle en main. Donc, on le voit un peu, tu vois, avec Sengun. Je trouve qu'il est un peu comme Sengun. Je pense qu'il est pas pareil dans le profil, mais tu vois, il est un peu au même âge finalement. Il a les mêmes soucis. C'est-à-dire que, tu vois, les lancers, on est quand même pas sur du 70%. Le 3 points, il rentre pas forcément. Donc, je pense qu'il a un plancher qui est assez élevé, Hansen Yang, mais en fonction du contexte dans lequel il arrive, est-ce qu'il sera responsabilisé? Ça, c'est pas sûr, parce que Sengun, il est arrivé dans une équipe qui l'a responsabilisé. Alors là, pour le coup, ouais, il arrive aux Hawks. Donc les Hawks, là, ils viennent de trade Young. Donc je pense qu'il sera responsabilisé parce que pour l'instant, sur le poste 5, on a vu Mohamed Gay faire 2-3 trucs. Mais c'est quand même Okongwu qui a la plupart du temps de jeu. Donc il aura des responsabilités, il aura un rôle. Maintenant, moi je trouve qu'encore une fois qu'il est safe, mais c'est aussi un profil où s'il se développe pas si bien que ça offensivement, est-ce qu'il pourra vraiment exceller en tant que role player sur le poste 5? Pas sûr. Donc si tu le développes bien, tu as peut-être 6, 7, 8 ans de carrière NBA où ouais, en fait, il produit beaucoup et il produit dans une équipe qui fait peut-être les playoffs. Mais est-ce qu'au bout de 8 ans, il pourra changer son jeu, développer un shoot et devenir autre chose que un espèce de hub offensif avec du playmaking, des skills sur short roll, des skills sur post-up, mais en défense, ce sera peut-être un peu problématique. Donc, tu as peut-être 7-8 bonnes premières saisons, mais ensuite, qu'est-ce que ça va devenir? Et surtout, quel réel, sur l'échelle des pivots skill qui va je sais pas, de Jahlil Okafor à Nikola Jokic, où est-ce qu'il se situe? Parce qu'en fait, il peut se situer vraiment partout, quoi. Donc, Ouais. c'est un projet intéressant. Je pense qu'au Hawks, c'est pas problématique si il trade Trae Young. Donc, j'espère qu'il sera responsabilisé et qu'il montrera ce qu'il sait faire, quoi. Dans le chat, Grégoire a dit Yusuf Nurkic 2.0. Je suis plutôt d'accord avec ça. Le problème, c'est que Yusuf Nurkic, c'est un joueur qui a très vite eu un downgrade assez fort dans le sens où quand il a joué, c'était avec des joueurs comme Aminou, enfin des joueurs qui sont plus en NBA aujourd'hui. Donc, et puis il était quand même avec Damian Lillard qui est un maître du pick and roll. À voir. Avec le 23e choix de la draft NBA 2025, les Indiana Pacers sélectionnent Noah Penda, l'ailier du Mans. Paul, je vais te lancer tout de suite. On a le sentiment que Noah Penda a une belle cote en France et une cote plus timorée
outre-Atlantique. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'ailier de la Sarthe? Je pense que tu as potentiellement un mec qui peut devenir un des 3 meilleurs défenseurs de cette draft. Je pense que c'est assez safe qu'il est actuellement un des 5 meilleurs, mais s'il se développe bien, il peut devenir un des 3 meilleurs défenseurs de cette draft. Parce qu'en fait, il a déjà les tools physiques. Il a un physique qui est assez impressionnant. Il a été pesé à 110 kilos, je crois. Il a que. Bon, c'est un 2005, donc c'est pas un 2006 non plus, mais il a quand même que 19 ans. Il fait déjà 110, voire même 115 kilos. Donc, il est hyper intéressant dans le profil. Tu as déjà un super défenseur en aide. Il sera clairement capable de switch, je pense, en NBA sur des guards. Sur des 5, il l'a fait en pro, mais est-ce qu'il sera réellement capable en NBA? Je sais pas, mais il est suffisamment tanké, donc c'est limite un gars qui pourra défendre sur les 5 postes. Après, il est quand même un peu lent, donc ça joue un peu en sa défaveur par moment en défense. Et en attaque, tu as un profil qui est quand même particulier, parce que s'il descend autant à la draft, s'il est sélectionné au-delà du top 20, ça veut dire que la plupart des équipes, ils croient pas trop quand même au profil offensif. Pourquoi? Parce qu'il y a des grosses interrogations sur le shoot. Et même si, OK, en attaque, il y a un vrai profil de connecteur, c'est vrai il est très à l'aise là-dessus, il comprend quand même déjà le jeu. Et que il a quand même montré aussi des choses balle en main sur drive et pour punir des close-out. Il y a quand même cette interrogation sur le shoot parce que je trouve pas vraiment qu'il a rassuré à un moment sur la saison. Et sur les playoffs, on l'a vu clairement paniquer sur la ligne des lancers, partir sur des matchs où il mettait vraiment pas dedans. Et le 3 points non plus, en fait, a pas vraiment rentré. Après, c'est un contexte de playoff Pro A, faut pas oublier ça aussi. Mais je pense qu'aux Pacers, moi j'aime bien le fit. Je sais pas ce que t'en penses, Jasper, mais il y a des choses intéressantes. Moi, c'est un joueur que j'adore. Je pense que c'est déjà aujourd'hui l'un des meilleurs défenseurs. À son âge, c'est un joueur aussi qu'on a beaucoup aimé suivre. C'est un joueur qui jouait presque poste 4, poste 5 chez les jeunes de l'équipe de France et on l'a vu reculer. Quand on a parlé avec lui, quand on l'a croisé, il nous a dit qu'il voulait presque jouer poste à terme. Donc c'est un joueur qui amène à se reculer. Donc je pense qu'il a confiance en son shoot d'aujourd'hui. Je suis d'accord sur le côté un petit peu lourd. Après, s'il peut défendre comme ça, je pense en Europe, j'ai aucun doute sur le fait qu'il peut déjà devenir un très bon défenseur NBA aujourd'hui. Sur le shoot, effectivement, sur le pourcentage, ça a été un petit peu décevant sur la deuxième partie de saison, et lui-même il le dit qu'il a encore un petit peu du travail à faire là-dessus. J'ai beaucoup aimé en France aussi la responsabilité qu'il a pu avoir en FIBA. Je trouve que son passing est vraiment sous-coté. Et je trouve en fait que son côté connecteur plus gros défenseur est assez énorme. Et pas avoir un joueur un peu à la Toumani Camara qui amène un petit peu de shoot qui est là-dedans. Je pense qu'aux Pacers, dans une équipe qui en plus vient de faire une grosse saison, c'est un joueur intéressant qui va pouvoir jouer très vite dans l'effectif. Et c'est un joueur pour moi que j'ai en loterie. Hein. Ok, ouais, je comprends totalement. Ce que j'aime avec les Pacers, c'est que en fait, finalement, les Pacers, dernièrement, ils ont choisi des mecs qui étaient plus safe au shoot ou en attaque qu'en défense. Tu vois, notamment avec un Ben Shepard où tu choisis, tu te dis, ouais, en fait, on y croit au shoot, il y aura des problèmes en défense, mais on fait suffisamment confiance au système avec Rick Carlisle pour en fait en faire un joueur qui va peser et qui peut. Là, on se rend compte qu'il a du temps de jeu en playoff. Bon, là, contre le Thunder, c'est compliqué, mais tu vois, il a eu un impact en playoff. Donc, Panda, ça rentre pas vraiment là-dedans, surtout là sur son poste aux Pacers, il y aura Jarras Walker. Pour moi, il est quand même plus talentueux que Panda et j'y crois beaucoup plus au shoot de Jarras Walker que Panda. Mais ils peuvent peut-être le développer finalement. Tu vois, tous les joueurs qui sont arrivés aux Pacers, ils n'avaient pas forcément énormément de shoot, il n'y avait pas énormément de garanties pour la plupart dès le début et ils en ont fait des bons shooters. Donc peut-être que en fait, dans l'offense de Rick Carlisle, lui, il va devenir un shooter fiable. Et pour le coup, bah ouais, sur le banc, bah, ça peut être cool. Avec le 24e choix de la draft NBA 2025, le Oklahoma City Thunder sélectionne Will Riley, l'ailier d'Illinois. Polo, peut-être que tu peux nous présenter le profil du joueur et ensuite, Jasper, tu nous expliqueras un petit peu ce que toi tu en penses et de quelle manière il pourrait peut-être s'insérer dans l'effectif déjà quasiment pléthorique d'OKC. Will Riley qui jouait à Illinois cette saison, c'est un 2006. C'est un ailier qui doit être à 2 mètres, 2 mètres 2, 2 mètres 3, un truc comme ça. Il n'a pas des mensurations, il n'a pas un physique de ouf, hein, il n'a pas une grande envergure, il n'est pas ultra tanké.
mais il aura le temps de se développer. Je crois qu'il a été pesé à la combine où il fait que 90 kilos, un truc comme ça, voire même moins. Il était à 180 pounds, donc je sais plus combien ça fait en kilos. Donc, J'ai trouvé bah, 85 kilos. moi. ouais, voilà, tu vois, c'est même pas 90. Donc, il va y avoir un gros travail à faire là-dessus. Moi, c'est un profil que j'aime beaucoup, Will Riley, parce que je trouve que balle en main, c'est un super basketteur. Il y a un vrai passing, que ce soit sur drive, que ce soit un passing de connecteur. Donc, je suis persuadé que ça va avoir un impact dans un contexte NBA. Ça a été très compliqué en début de saison, mais il a énormément rassuré sur la dizaine, douzaine, quinzaine de derniers matchs. Il a fait des super matchs, surtout quand tu sais que Kasparas était un peu moins bien sur la fin de saison. Il a beaucoup rassuré au scoring, il a rassuré sur sa capacité à mettre dedans, que ce soit sur drive, donc avec un peu plus de toucher et quand même du shoot, où sur les 15 derniers matchs, il doit être à 36% à 3 points, un truc comme ça. C'est aussi un des meilleurs cutters, je pense, de cette draft. Donc, même s'il n'y a pas forcément énormément de garanties sur le shoot, bah, il aura de l'impact en attaque parce que c'est un super cutter. Ensuite, en défense, ouais, il manque vraiment du playmaking défensif. Je pense que c'est son gros problème. Et, mais il a quand même montré qu'il pouvait sur des séquences défendre, mais malheureusement, c'est un peu que sur des séquences. Et c'est vrai que si tu lui donnes beaucoup de temps de jeu, est-ce que vraiment il va pouvoir défendre très bien sur 30 minutes? Parce que je pense que le moteur est là, je pense que la compréhension est là, mais pas sûr que le physique en fait suive. Et c'est vrai qu'il est aussi limité en termes de physique. Donc je pense qu'en 24, ça peut être un vrai style de draft. Et malheureusement, bon, il n'aura pas de temps de jeu sur du court terme au Thunder, mais j'espère qu'ils arriveront à bien le développer sur le banc. Je sais pas ce que tu en penses, j'espère. J'aime pas trop. Ah, attends. J'aime pas trop le joueur. Pour moi, je vois un Kelly Oubre. Je trouve que c'est un joueur déjà en BL. Dès qu'il y avait un contact, il explosait. Je trouve que le physique est vraiment pas prêt. Le shoot, bah, c'est encore trop tricky et je trouve que vraiment dans la compréhension du jeu, on sent que c'est un joueur du coup qui a été reclassifié, qui devait être en high school parce qu'il est encore assez en retard par rapport, je pense, au joueur NCAA. Moi, je vois vraiment une sorte de Kelly Oubre ou autoporteur junior, c'est-à-dire un joueur qui a pas mal de promesses, mais en fait qui a un gros manque de rigueur, d'intelligence de jeu. Et pareil sur le handle, je trouve vraiment pas bon pour l'instant sur le handle. Il y a un toucher effectivement, mais pour l'instant qui assure rien. Après, on est sur un choix 24, c'est un choix Sam Presti dans l'idée. Au profil, après, pour moi, c'est un joueur qui est pour l'instant autant avancé qu'un mec comme Ousmane Dieng, donc ils vont juste se concurrencer eux deux en G, je pense. Donc à voir après si tu y crois et que tu dis que potentiellement ça peut être une sorte de petit stretch par certains moments et qui peut jouer en NBA, pourquoi pas. Pour l'instant, moi, je vois pas un joueur qui est capable de jouer en NBA dès sa première saison parce que physiquement et défensivement, il doit encore apprendre pas mal de basket, il doit encore avoir beaucoup de minutes pour être un joueur assez fini, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Le truc avec le Thunder, c'est que si tu le prends, tu te dis, bon, c'est un projet, on va essayer de le développer. Je trouve que ce qui est cool pour lui, c'est qu'il va arriver dans un effectif où, tu vois, il y a Chip Engelen sur les assistants coach, donc il va pouvoir développer son shoot. Il verra ce que c'est qu'un effectif, tu vois, qui gagne, donc il pourra prendre des XP d'un peu tout le monde dans cet effectif. Maintenant, ouais, c'est un projet, quoi. Et nous avons de nouveau un trade. Orlando, qui était titulaire du choix 25, s'est mis d'accord avec Chicago. Chicago reçoit Cole Anthony, Goga Bitadze, le choix 25 de la draft NBA 2025, un premier tour de la draft 2027 ainsi qu'un second tour de la part du Magic, tandis que Orlando reçoit Kobe White ainsi que Jalen Smith. Et avec ce choix 25 de la draft NBA 2025, les Chicago Bulls sélectionnent Jace Richardson, le meneur de Michigan State. Alors messieurs, Paul, je vais te demander de nous donner ton avis en 1 minute sur le trade et Jasper, derrière, je te demanderai directement de me faire le profil de Jace Richardson qui, pour le coup, a bien pâti de la combine. Le trade, ce serait intéressant pour le Magic et j'ai envie de dire c'est intéressant même en sachant qu'ils ont déjà pris Bane. Je pense que Kobe White, il n'a pas un gros salaire pour l'instant, alors il va demander un gros salaire. Donc, dans l'utopie de cette draft, je pense que ça a du sens de prendre Kobe White quand tu es le Magic, parce que de toute façon, il te faut de la création offensive, il te faut du shoot. Maintenant, le problème, c'est que Kobe White,
Est-ce qu'il bonifie tellement ton attaque que ça? Je sais pas. Mais dans tous les cas, ça ferait du bien au Magic. Et défensivement, on le voit peut-être pas assez aux Bulls, mais je pense que ouais, ça reste quand même problématique en défense. C'est même pas un mec qui est neutre à l'heure actuelle. Après, dans un autre contexte, peut-être que ce sera, on verra, il sera peut-être plus caché, donc ce sera moins problématique. Hem, j j'ai envie de me dire que, de toute façon, les Bulls, même s'ils trade Kobe White, il a déjà 25 ans, ils ont peut-être pas envie de lui donner un contrat. Donc ça fait du sens pour les Bulls aussi, ça fait du sens pour le Magic parce que, tu as un meilleur joueur offensif que ce que tu as et le seul truc, c'est que le Magic a déjà des contrats et OK, là, il est à 12 millions, mais il va falloir lui redonner un contrat et je suis pas sûr que, il le fasse, quoi. Je suis assez d'accord avec cette analyse globale du trade. Jasper sur Jace Richardson et son fit au sein des Bulls. Ah bah écoute, on est sur un freshman de 19 ans qui a un peu tout cassé cette saison. Effectivement, comme tu as dit, il a pas de la combine parce qu'il n'est que 1m84. Donc on est sur les mensurations 6'1 de Trae Young. 81 kg. C'est un joueur qui jouait meneur, second arrière, qui a pris de plus en plus de responsabilités au sein de Michigan State, dans une fac qui avait besoin d'un joueur un peu Cavel. Ça a été le cas dans la fac de Tom Izzo. Super bon, très bon passing game, excellent slasher. Il trouve des angles de finition assez incroyables près du cercle. Il a un toucher phénoménal et les pourcentages au tir sont plutôt bons. En fait, le problème, c'est que s'il faisait 1m90, bah, ce serait un top 5 facile, quoi. Là, 1m84, il a beau être un bon défenseur en NCAA, on sait que ce genre de joueur, il faut être quand même élite si tu veux avoir un minimum de temps de jeu et être efficace. On a vu qu'un joueur comme Rich Shepard, qui était aussi très haut, il a eu quand même des problèmes en défense alors que c'était un super défenseur NCAA. Donc, on peut se poser la question de l'adaptation. Après, on est en 25. Ça ne me dérange pas de faire un pari. Soit en plus, tu viens de perdre Kobe White, tu récupères un joueur encore un peu petit, peut-être, qui a une envergure en plus assez minime. Mais moi, c'est un profil que j'adore. C'est très dommage ce problème de taille parce qu'en fait, ça lui bouge beaucoup de choses. Et pareil, sur la finition au cercle, tu dis que ça va forcément pas se transcrire parce que il a beau trouver des angles assez phénoménal et être efficace dans son premier pas. C'est un joueur qui part en fait est très bon dans le côté dynamisme. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va vraiment accélérer le jeu et plus le jeu va s'accélérer, plus il va être à l'aise pour trouver la bonne passe et le bon décalage. Le problème, c'est est-ce qu'il peut rester sur un terrain NBA parce qu'en défense, peut-être que c'est un parti pris trop gros. Paul, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce profil d'un joueur très petit, mais néanmoins plein de promesses? C'est tellement dur de juger ces mecs qui font un 85 et qui ont plein de skills offensifs. Parce qu'en fait, la plupart du temps, soit ça fait pas grand-chose en NBA et ça a une belle carrière en Europe. Et je pense que lui, il a à minima une super carrière en Europe. Soit en fait, ça devient des stars offensives et ils t'apportent tellement de valeur offensivement que tu es quand même obligé de les laisser sur le terrain parce qu'ils sont trop forts, quoi. Donc Jay, c'est un peu ce profil. Moi, alors, Avec le 26e choix de la draft NBA 2025, les Brooklyn Nets sélectionnent Liam McNeely, l'ailier de Yukon. Et bah Paul, tiens, je vais te lancer sur le profil du joueur. Raconte-nous un petit peu quel est son ticket d'entrée en NBA à Liam McNeely. Liam McNeely qui était à UConn. Alors, c'est un peu compliqué avec McNeely parce que je trouve qu'en fait, c'est un peu un joueur qui excelle dans rien. Et du coup, moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à lui voir un avenir en NBA parce qu'il a du talent, c'est vrai. C'est un grand porteur de balle sur les ailes où il fait quand même 2 mètres. Il a montré des choses balle en main. Il a fait quelques super matchs, notamment à son retour de blessure où en fait, il fait un match à presque 40 points, je crois, avec UConn. Mais au final, bah, quand tu regardes, tu vois, son profil, tu te rends compte que défensivement, c'est pas suffisant. Qu'en fait, il a pas les outils physiques, il a pas la compréhension en défense. J'ai l'impression que ce sera jamais un joueur, qui pèsera positivement en défense, en NBA. Il y a du passing. Le seul truc qui est intéressant avec Liam McNeely, c'est que balle en main, il est quand même il sait faire quelque chose de la balle, mais sauf qu'en fait, ce sera jamais suffisant pour moi en NBA sur drive. Tu peux être rassuré sur le fait qu'il est assez crafty, qu'il va quand même suffisamment sur la ligne, et il a des bons pourcentages sur la ligne et le fait qu'aussi il a un passing qui est pas inintéressant, mais qui est pas non plus élite donc au final,
C'est même pas un mec qui a bien shooté à 3 points cette saison parce qu'il était qu'à 32%. Et pourtant le contexte n'était pas non plus défavorable. Donc il arrive à Brooklyn, donc il sera responsabilisé, mais donc pourquoi pas? Peut-être qu'il va bien se développer, mais ce genre de joueur en général, ça fait pas long feu en NBA, quoi. Justement, toi, tu as effleuré le sujet. Jasper, peut-être que tu peux nous en dire plus parce que j'avais cru comprendre que initialement, Liam McNeely il était présenté comme un excellent shooter et j'ai l'impression que cette année à UConn, ça a quand même été loin d'être le cas. Le meilleur shooter de la draft, on peut le dire, hein, on l'a vu au McDonald's American Games, c'était le profil Corey Kispert, c'est-à-dire gros shooter, gros volume. Effectivement, les 31% 3 points, ça rassure pas. 38% au tir, c'est encore moins bien. Moins de 40% au tir, ça commence à être un peu red flag. Effectivement, il a jamais lancé sa saison en fait. Match on. Et les matchs on, j'ai eu l'impression que moi, c'est les matchs un peu chaotiques. C'est-à-dire que c'est les matchs où UConn perd son basket. On sait que UConn, en plus, c'est une équipe qui est double championne. Hein, donc, c'est une équipe avec un coach qui aime avoir beaucoup de contrôle sur le match. Tout ça. Et en fait, les matchs où ça partait un peu chaos dans le bordel, c'est là où il trouvait le plus son rôle parce que peut-être que dans un basket il était plus à l'aise alors qu'en un basket très demi-terrain, il a encore beaucoup de mal dans la compréhension du spacing et tout ça. Mais c'est vrai qu'on l'a vu aussi un joueur qui pouvait se créer son tir et qui avait un profil de shotmaker assez important, que ce soit sur catch and shoot, mais aussi dans la création, effectivement, un joueur en fait qui pèse par son shoot sur l'aile. Et au final, cette saison, il ne l'a pas pesé. Est-ce que c'est une mauvaise saison du coup de UConn et du coup c'est une saison où on est passé à côté et du coup Brooklyn peut se dire en fait ouais mais nous on avait interviewé un joueur qui a pas apprécié sa saison du côté d'UConn et on croit plus le prospect que c'était en high school. Pourquoi pas, mais c'est vrai que physiquement aussi on n'est pas sur un joueur non plus qui excelle physiquement, encore pour le côté le joueur pas très vertical. Ah voir, c'est effectivement moi c'est pas un joueur que j'ai beaucoup apprécié, tu vois, j'ai un 37 dans mon premier tour parce que dans un profil de shooter, je pense qu'il y a des profils plus intéressants dans ce genre de rôle quoi. Et effectivement, si Ce t'as qui pas de, peut co- co- de qualité élite, si en plus dans ta qualité, c'est-à-dire le shoot, il y a des joueurs qui font mieux ton rôle. Et je pense que ce genre de shooter, tu vois, tu peux autant avoir un Gary Trent en fait au minimum que avoir un Liam McNeely. Je me pose la question. Et avec le 27e choix de la draft NBA 2025, les Brooklyn Nets sélectionnent Hugo Gonzalez, le swingman du Real Madrid. Et peut-être que Jasper, tu peux garder la main pour nous présenter un petit peu les qualités du swingman espagnol. On est encore sur un joueur qui n'a pas de qualité élite. Il est complet. Il est assez grand. J'ai plus les mensurations exactes, mais on est sur 2 mètres, je pense. Il est un peu plus petit McNeely, mais on est encore sur un ailier arrière. Un peu de passing, le shoot un petit peu de défense. Profil intéressant. En plus, on est sur la même nationalité que le coach. Donc ça peut faire sens. Ouais, 1m87, c'est un peu plus petit que ce que j'avais dit, pardon. Il n'a pas beaucoup joué cette saison, 14 minutes. Certains matchs où il a presque pas joué. Sur du pourcentage de tir, on est sur du 27% 3 points. Moi, je pense que c'est un joueur qui aurait dû soit aller en NCAA, qui n'aurait pas dû rester au Real Madrid parce qu'il est dans une équipe trop compétitive et du coup, jamais trouvé son rôle. Alors que c'était un joueur qui était très bon en FIBA et qui arrivait avec quand même pas mal de promesses. Il a encore eu 19 ans, donc c'est des places qui sont pas dommageables pour ce genre de prospect. Il aura le temps. Après, c'est quand même beaucoup de prospects que tu peux envoyer peut-être en G-League parce que Hugo Gonzalez et Gordon Min, si en plus McNeely marche pas, ça fait quand même beaucoup de pics que tu prends sur le côté Paris upside. Et peut-être qu'il aurait fallu prendre, je sais pas, un joueur comme Yannick Conan, qui est un senior de 22 ans, où tu sais qu'il peut directement apporter quelque chose d'intéressant. Jasper, qu'est-ce que t'en penses Paul, qu'est-ce que t'en penses, toi, du choix d'Hugo Gonzalez? Et surtout, est-ce que dans un effectif de Brooklyn qui est encore peu riche en talent, est-ce qu'il a un espoir de grappiller quelques minutes dès l'année prochaine? Bah écoute, j'en pense rien parce que je l'ai pas vu jouer, donc au moins, tu vois, c'est clair. Mais c'est un peu non, mais c'est le problème je trouve, de cette draft et d'ailleurs, on en a pas trop parlé, mais on peut faire un peu un aparté. C'est que
avec le fait qu'aujourd'hui les mecs peuvent être payés et payés grassement en NCAA, bah, tu en as beaucoup qui sont restés et c'est réel sur cette draft. C'est-à-dire que tu as au moins 15 mecs qui auraient pu être draft dans un 1er tour, qui ont décidé de partir, bon peut-être pas dans un 1er tour, mais dans un top 35, qui ont décidé de rester en NCAA. Et donc tu te retrouves, bah, ouais, voilà, avec un Liam McNeely qui est pick en 26, alors qu'en fait, si tout le monde était venu en NBA, je pense il serait pas parti dans un top 40. Et peut-être pareil avec Hugo Gonzalez, que j'ai pas vu jouer, donc j'ai pas trop d'avis sur lui. Pareil, j'ai pas d'avis sur lui, donc c'est ce qui est un peu dommage sur cette draft, parce que je pense que t'as un top 25 qui sera évidemment très intéressant, avec des bons coups, tu vois, comme on l'a dit, entre la place 20 et la place 25. Mais derrière, j'ai l'impression que c'est un peu le désert de Gobi, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Bon, là, il y a 3 picks qui arrivent, on va voir ce que ça donne. Il peut y avoir des joueurs intéressants. Mais c'est une draft où si tu as un pick 32, 33, tu as peut-être intérêt à pas draft, ou alors à trade down, parce que c'est un petit risque, quoi. Ça fait beaucoup de pics aussi pour Brooklyn, là. Avec 4 pics au premier tour. On sait toujours pas si le coach il a envie de tanker ou pas. Quid de Claxton, quid de Cam Thomas, parce que je crois qu'il est en fin de contrat. Le projet des Nets, je sais pas trop. Ouais, Pas voulu tanker, quoi. et je pense qu'ils drafteront pas 4 fois au premier tour. Je pense qu'ils ont même pas les contrats, parce qu'ils voudront prolonger quelques gars. T'as pas envie que Deron Sharp parte libre, donc voilà. Ouais, je pense qu'ils draftent, si déjà ils draftent 2 fois, c'est déjà pas mal. Peut-être 3 fois. Donc ils vont peut-être trade up le 26 et le 27 pour aller récupérer, je sais pas, peut-être si tu peux trade up et envoyer un role player, tu peux peut-être récupérer un top 20 à nouveau, tu vois? Ils ont déjà le 19, ou alors peut-être même une loterie. Mais on verra. Oui, et il se murmurait même qu'ils auraient pu monter avec leur 19e et leur 9e choix. Avec le 28e choix de la draft NBA 2025, les Boston Celtics sélectionnent Tyrese Proctor, le meneur de Duke. Bah, Paul, peut-être que tu peux nous parler du profil de Tyrese Proctor, qui n'est plus un tout jeune joueur, et surtout qui sort d'une belle saison du côté de Duke. Tyrese Proctor, vraiment un shooter, quoi, dans le profil. Je sais plus, il était à combien de pourcents? Je vais regarder cette saison. Il a surtout C'est fait un 40, super tournoi. Ouais, il est à 40%, tu vois. Après, il n'y a pas un énorme volume historiquement en NCAA, il est qu'à 68% sur la ligne. Il a fait un très bon tournoi, il a fait une très bonne March Madness, qui fait que sa cote est remontée. Et comme on l'a dit, avec les absents, je serais pas étonné qu'il soit pris, ça me choque pas qu'il soit pris à la fin du premier tour. Il a été finalement dans un contexte favorable à Duke, parce qu'il joue avec Flag et Nupel et Malu H et compagnie. Donc tu vois, là, dans la draft, ça fait quand même 3 joueurs qui sont dans le top 10. Donc il a pu bénéficier de ça. Je pense que tu as un potentiel fluendy sur les postes 2, 3. Il est peut-être un peu petit pour jouer en 3. Dans une équipe compétitive en tant que 8e, 9e homme. Pour moi, il n'y a pas assez de garantie en fait sur le reste du jeu. On l'a vu, on sait que défensivement, même si je trouve qu'il a montré des bonnes choses, il est capable de mettre des très bonnes pressions sur le point of attack. Il n'y a pas vraiment un énorme playmaking défensif. Donc je pense qu'il est limité. C'est un mec qui pourrait être un bon connecteur en NBA, j'y crois. Maintenant, est-ce que balle en main, ça va devenir, tu vois, un super joueur de basket? Je pense pas. Donc aux Celtics, ça peut être intéressant. Ils ont déjà un peu un profil peut-être meilleur à l'instant T, évidemment, avec Sam Hauser. Et peut-être que du coup, ils vont trade Sam Hauser avec un Porzingis ou Jrue Holiday et des picks pour récupérer des joueurs intéressants. Donc aux Celtics, ça me choque pas. Je pense pas qu'il aura énormément de temps de jeu, un peu comme à l'époque Jordan Walsh quand il a été trade, où tu vois, on l'a pas beaucoup vu. Mais ça veut pas dire que Tyrese Proctor, il en aura pas tant de jeu, parce que son shoot peut faire beaucoup de bien, surtout avec Tatum qui est plus là. Jasper, un avis peut-être sur Tyrese Proctor? On voit que toi, tu es peut-être un petit peu plus tiède sur le profil du joueur. Je l'ai en 44, ouais, donc je suis un peu plus tiède que les autres, je pense. Après, je suis dans la range en finale des autres, qu'on voit la range 53 chez nous, 51, je pense que c'est plus sa place. Pour le coup, moi, je préfère Zion James, qui est dans la même équipe, qui a Duke, qui peut plus facilement, je pense, remplacer le Jrue Holiday si jamais tu cherches à le trade. Après, effectivement, il s'est trouvé un shoot. J'ai un peu peur aussi du projet Killian Hayes avec ce joueur, même si je pense que son shoot quand même est plus avancé.
Mais c'est un joueur qui devait arriver en tant que ball handler, qui a eu du mal du côté à s'épanouir dans ce style de jeu. Aujourd'hui, il a plus un rôle de shooter, mais qui n'est pas forcément non plus élite sur ses déplacements, je trouve. C'est plutôt un shooter de fin de chaîne ou un shooter arrêté, parce que le shoot est venu plus tard. Et la défense est intéressante pour sa taille, 1m95, je pense qu'il défend plutôt bien, assez hargneux, et j'aime bien sa navigation d'écran. Donc pourquoi pas, aux Celtics de toute façon ils ont besoin de role-players parce qu'ils vont pas signer tout le monde. Donc tu as un joueur qui shoot un minima et qui défend un minima. À voir ce que tu vas en faire effectivement. Ouais, ils aiment bien ce genre de mec aux Celtics en général. Maintenant, le seul truc, c'est qu'ils ont déjà Sam Hauser. Et du coup, ça veut peut-être dire, s'ils choisissent un Proctor, qu'eux, ils vont trade Hauser pour plus de joueurs. Avec le 29e choix de la draft NBA 2025, les Phoenix Suns sélectionnent Maxime Reynaud, le pivot de Stanford. Ça nous fait donc un énième Français au sein de cette draft qui était projeté plus ou moins dans cette range. Paul, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le profil de Maxime Reynaud et ce que tu penses du fit au sein de cette équipe des Suns? Maxime Reynaud, c'est un intérieur qui était à Stanford cette saison. Il doit être un 7-footer, donc il doit faire 2m13. Donc c'est un senior, donc il a énormément produit. C'est un des meilleurs joueurs de la NCAA cette saison. Ce que j'aime bien sur sa saison, c'est qu'il a montré énormément de garanties sur son shoot, même s'il n'y a pas tant de garanties que ça, parce que ça reste un petit volume enfin, pas un si gros volume que ça. Il est à 34% à 3 points. Mais il était dans un contexte finalement favorable à Stanford, où c'était la star offensive, donc on l'a vu être beaucoup responsabilisé en attaque. On l'a vu aussi, ce qui est intéressant avec Reynaud, c'est qu'il a vraiment un côté leader. On l'a vu beaucoup gueuler sur ses coéquipiers cette saison. Maintenant, en défense, t'as un joueur qui est quand même limité. Je trouve que j'ai l'impression qu'historiquement, tous les mecs qui t'apportent finalement que très peu de rim protection, qui sont pas si à l'aise que ça pour switch sur des plus petits, qui manquent de compréhension de ce qu'il doit faire en défense sur beaucoup de séquences. En NBA, c'est rarement très successful, quoi. Donc encore une fois, on est en fin de premier tour, donc si tu y crois sur du court terme, fonce, quoi, parce que le shoot peut te faire beaucoup de bien. Et tu vois, aux Suns, est-ce qu'il apporte un truc alors il apporte du shoot contrairement à Nick Richards et Plumlee, mais finalement, on est un peu dans des ranges où les mecs, en fait, ils sont un peu moyennas, et j'ai l'impression que Maxime Reynaud, ce sera peut-être un peu pareil, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, j'espère, mais Bah ouais, mais je préfère l'impact par exemple de Maxime Renaud sur 15 minutes que l'impact d'un mec comme Plumlee aujourd'hui, qui t'apporte du shoot, ce que les autres n'ont pas. Donc pour un temps de jeu limité, j'aime bien. En plus, on sait que c'est un joueur pour le coup qui est assez intelligent, puisque c'est un joueur qui a un moment hésité entre l'astro, si je ne me trompe pas, à Stanford justement, il était venu pour aller à la NASA ou le basket. Donc c'est une grosse tête, comme on va dire. C'est un joueur qui a resté en plus toute son année à la fac, et effectivement. Il y a un contexte aussi plutôt positif avec l'équipe de Guillaume Vizade chez les U20. On l'a vu plus dans un rôle de joueur de short roll, jeu à deux avec et une sorte de hub offensif, plus que le gros joueur de post-up qu'on a pu retrouver à Stanford dans une équipe qui joue un peu au vieux basket, surtout que c'est une équipe qui venait d'avoir un nouveau coach, donc ça a été assez compliqué, ça a été un peu la valeur sur ça. Je pense que j'y crois plutôt au shoot, et effectivement, si tu apportes du shoot et on reste sur une défense où Maxime Renaud, le problème c'est qu'il a du mal à comprendre qu'il a un physique plutôt bon, et que du coup, il n'arrive pas à accepter d'avoir un impact physique et de le prendre, donc c'est un peu compliqué. Et puis, c'est pas non plus un gros rebondeur défensif. C'est pas un joueur qui est extrêmement mobile, en tout cas en défense, sur tout ce qui est bouger ses hanches et reculer. Par contre, on a vu qu'en attaque, il était quand même plutôt il est plutôt intelligent, il a un bon jeu de post-up, c'est pas un joueur qui est un trou noir à ballon et qui sait faire des passes. Il a des bons passages, effectivement, comme il dit en France, sur du short roll, sur un joueur qui peut écarter. On avait vu avec des joueurs comme Armel Traoré, qui étaient des gros joueurs de raquettes, qui prenaient beaucoup de place, très athlétiques. Il n'avait aucun problème à jouer avec ce genre de joueur et à proposer autre chose. Et je pense qu'en fait, sur une durée de temps assez minime aux Suns,
Ça révolutionne pas effectivement le secteur intérieur, hein, je dis pas. Mais avec des joueurs comme Ighodaro, Plumlee, t'as pas forcément ce joueur. Par contre, t'ajoutes un joueur assez différent. Avec le 30e choix de la draft NBA 2025, les Los Angeles Clippers sélectionnent Adou Thiero, le swingman d'Arkansas. Et je crois que j'ai face à moi deux grands fans du joueur, donc Jasper, je te laisse la primeur de nous présenter le profil du junior d'Arkansas. Eh ben, c'est un joueur sur qui on avait commencé, qu'on n'a jamais fini. Pourquoi? C'est parce que c'est un joueur qui a un parcours intéressant. C'est un joueur qui a commencé du coup le high school en tant que 4e étoile avant le Covid. Sauf qu'il s'est fait une grosse blessure où il n'a pas joué. Après le Covid, il n'a pas joué, donc il a eu 2 ans où il n'a pas joué. Et il n'a pas eu de poussée de croissance. Par contre, il a eu une poussée de croissance une fois qu'il a commit à Kentucky. Et il faisait 1m80. Maintenant, il fait 2 mètres, voire 2m2. Donc il a grandi, il a beaucoup de matchs depuis en fait qu'il est en NCAA où il loupe ses matchs pour des raisons un peu obscures. Souvent c'est des problèmes de dos, en fait c'est parce qu'il grandit encore. Donc toujours intéressant de voir ces joueurs qui ont des croissances. Et surtout c'est un joueur qui a suivi Calipari quand Calipari est allé à Arkansas pour devenir aujourd'hui le leader de l'équipe Arkansas. On voit 15 points de moyenne, 5,8 rebonds, 2 passes, 1,6 interceptions prendre, 0,7 contre. Avec un pourcentage à 3 points qui pose encore des questions, mais qui est très bien. Et au final, ça pose aussi un peu la question sur la possibilité. On voit qu'en high school, il a 2 saisons, je crois, à 38%. Et dès qu'il grandit, ça se baisse un petit peu. C'est aussi très intéressant de voir les interviews sur comment lui, il a cette compréhension de sa poussée de croissance. Mais c'est un joueur aussi athlétique, hyper explosif. Je pense qu'on est dans le 3e jeu. On est dans ce tiers d'athlètes, donc on est sur un joueur très vertical qui est capable d'avoir de gros contres, de gros dunks. Cette année, il a prouvé qu'il avait un handle beaucoup plus intéressant. C'est presque dommage qu'il n'ait pas joué en finale au match. Vraiment un coup à jouer, il aurait pu monter. Paul, toi, qu'est-ce que tu penses du profil d'Adou Thiero et tu peux peut-être nous expliquer ce qu'il apporterait dans l'effectif actuel des Clippers? Alors, il est un peu similaire peut-être à Derrick Jones Jr. parce que les deux, c'est des athlètes incroyables. Par contre, les deux, c'est vrai que Derrick Jones Jr., il a jamais vraiment développé son shoot. Et les deux, ils manquent de shoot, ils manquent de qualité intrinsèque aussi balle en main. Maintenant, je trouve qu'avec Adou Thiero, il y a un tel athlète que j'étais assez étonné qu'il soit même pas choisi dans le top 29. Donc c'est clairement un premier tour pour moi, un top 3 athlète de cette draft, ça peut que se choisir au premier tour. Maintenant, est-ce que balle en main, il est si fort que ça? Je suis pas sûr, je pense qu'il excellera surtout sur des cuts, en étant utilisé off ball, un peu comme, tu vois, un Amen Thompson dans l'offense, de Udoka aux Rockets. Mais Amen Thompson, il a quand même plus de talent balle en main évidemment parce qu'il a été pris, top 4. Le truc avec Adou Thiero, c'est que si jamais le shoot se développe pas, on a vu quand même des mecs être un peu plafonnés, sur ces profils-là s'ils montent pas plus de garantie balle en main. Parce que, les Kuminga, les mecs comme voilà, Derrick Jones Jr., ça a leur place, hein, dans un effectif compétitif. Derrick Jones Jr., il a joué des finales NBA en étant titulaire, l'année dernière. Mais il va falloir passer justement à ce step-là. Mais je suis quand même optimiste parce que c'est quand même c'est le meilleur, il a le meilleur free throw rate parmi tous les mecs qui ont été cités sur ce premier tour. Donc c'est un mec quand même qui sait être suffisamment crafty et qui comprend le basket pour aller sur la ligne des lancers. Et il y a cette interrogation sur le shoot. Mais si jamais tu as du shoot, c'est un joueur qui finira, ce sera un des 5 meilleurs joueurs de cette draft pour sûr. Donc ça vaut le coup largement en 30. C'est un super pick pour les Clippers. Parce que c'est un effectif en plus qui vieillit, donc ils ont peut-être intérêt à drafter dans le premier tour, parce qu'ils n'ont pas énormément de picks sur les prochaines années. Donc il fait peut-être un peu doublon avec Derrick Jones Jr., mais de toute façon, vu que Kawhi il est souvent blessé, et c'est pas sûr que Derrick Jones Jr. Reste sur du long terme, je vois pas en quoi est-ce que c'est un souci quoi, d'avoir Adou Thiero dans cet effectif des Clippers. Moi je l'ai en 10, c'est aussi parce qu'effectivement je vois une courbe de progression qui n'est pas finie dans le sens où il n'a pas fini de grandir. Et c'est un joueur qui a commencé sa carrière ici en tant que meneur. Aujourd'hui, c'est un joueur qui jouait presque poste 4, poste 5, enfin plus poste 4, mais qui a joué un petit peu de poste 5. Donc c'est aussi intéressant de voir comment il peut jouer. Et au final, comme il se blesse souvent, en fait, t'as un peu un manque de volume de jeu et t'as envie de le voir évoluer. Où il prend sa place, parce que même lui le disait, qu'il a encore du mal des fois à comprendre son corps et à comprendre comment on joue, parce qu'il n'a jamais été habitué à se battre au rond,
à faire ce genre de jeu parce que c'était un ballon et puis du playmaking. Et je pense que du coup, ce passage-là aussi de meneur peut être hyper intéressant dans son développement du jeu, dans sa compréhension. Il faut juste qu'il arrête d'être blessé tout le temps parce que si t'arrives avec un Kawhi qui est blessé et tu prends un Doutiro qui est à nouveau blessé très tôt, c'est un peu dommage, mais effectivement, on est sur un super athlète. Nul doute pour moi qu'il a l'intelligence de jeu. En plus, on sait que sa famille vient de basket. Est une grosse recrue NCAA. Son père a joué avec Calipari et son père était un bon joueur NCAA. Donc, pour moi, j'ai pas de doute sur le côté mental. C'est plus sur le côté est-ce qu'il va encore être blessé, est-ce qu'il a fini de grandir et comment il va comprendre le jeu avec sa poussée de croissance tardive. Eh bien, messieurs, je crois que ce sont des mots idéaux pour conclure cette draft. Je vais procéder au rappel des choix 21 à 30 et je vous poserai encore une ou deux dernières questions afin de conclure dans la bonne humeur. Avec le choix 21, Utah est parti à la main avec le français Nolan Traoré. Ensuite, en 22, Atlanta est parti cette fois-ci sous les cercles avec Hansen Young. Indiana a sélectionné Noah Penda, tandis qu'OKC a sélectionné en 24 Will Riley. Chicago, par le biais d'un trade, a choisi Jace Richardson. Brooklyn, en 26 et 27, est allé plutôt sur les ailes avec Liam McNeely et Hugo Gonzalez. Boston a blindé sa main avec Tyrese Proctor. Maxime Reynaud a été sélectionné par les Suns et Adou Thiero file aux Clippers pour conclure ce premier tour. En vitesse, messieurs, avec dans une forme de ping-pong, quel est votre choix préféré ? Polo, tu peux commencer. De la place 20 à la place 21, franchement, il y a des super coups, j'ai envie de dire Will Riley au Thunder, Nolan au Jazz, Jace Richardson aux Bulls et Adou Thiero aux Clippers, que j'aime bien là. Jasper, ton avis ? Thiero aussi. Et Renault, bien. Je trouve que ça fait sens, honnêtement. Et si on étend cette question sur toute la draft, votre choix préféré ou le fit favori que vous avez ? Moi, je pense que le Essang en 18, là, il me hype de ouf au Wizards. Je trouve que c'est assez ouf qu'il soit encore dispo en 18. Donc j'ai envie de dire ce pic-là, ouais. Bah, il m'a volé mon idée. C'est pas sur le fit, mais effectivement, Essang là-dessus, pour moi, c'est un énorme style. S'il arrive en 18, c'est la folie chez Wizards France. Et pour le fit, sinon, je pense que Rashir Fleming en 14, t'es très content de l'avoir. Peut-être qu'il y en a qui vont penser comme un Rich. Et je pense que le choix fait sens et je pense que les fans des Spurs seront très vite contents de choix. Donc un consensus sur Noah Essang en 18. Eh ben écoutez, c'est ainsi qu'on va terminer ce live. Quelques petits remerciements. Remerciements d'abord à Quentin qui s'est occupé de la technique pendant tout ce live et qui a fait les overlays. Remerciements à Thibaut qui a fait les illustrations que vous avez vues direct en fond d'écran pour chaque pic. Remerciements évidemment à Paul et à Jasper qui ne doivent plus avoir de salive tant ils ont parlé au cours de ces 3 heures et qui ont su nous éclairer sur chacun de ces pics. Remerciements enfin à Benjos qui a su braver ses difficultés électriques pour tenir son rôle avec brio de commentateur jusqu'au pic 15. Et enfin, remerciements à toutes celles et ceux qui sont venus passer une tête sur ce live, puisqu'on a eu des pics autour de 75 personnes, ce qu'on était loin d'imaginer avant de le lancer. Ça nous a permis de faire vivre ce projet qui, moi, personnellement, me tient beaucoup à cœur. Donc, merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à aller vérifier le site internet de QI Basket, car demain, nous aurons un récapitulatif écrit de tout ce qui a été dit aujourd'hui. N'hésitez pas également à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, que ce soit sur X, principalement sur X d'ailleurs. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Restez connectés également sur le podcast. On trouvera rapidement de quoi discuter. À bientôt. Salut tout le monde.